Comment penses-tu que ma femme soit tombée enceinte si je suis stérile? Était-ce la puissance de la prière? Un miracle de Dieu? C'est ce qu'elle voulait me faire croire. Mais la vérité? Oh, c'était un miracle, d'accord, juste pas du genre dont on parle à l'église. Tu vois, quand ta femme commence à rayonner de foi et qu'apparaît soudain un ventre rond, on pourrait penser que le ciel s'est ouvert. Mais dans mon cas, ce n'était pas Dieu qui avait répondu à ses prières. Mais je m'emballe. Laisse-moi rembobiner et commencer par le début, à l'époque où Laura et moi n'étions qu'un couple ordinaire, courant après nos rêves et essayant de fonder une famille. Avant que la foi, la trahison et les tests ADN ne déchirent nos vies. Laura et moi nous sommes rencontrés pendant notre dernière année à la Sorbonne. Elle était en arts plastiques, passionnée par la capture des émotions brutes sur toile, tandis que j'étais plongé dans l'ingénierie mécanique, obsédé par la précision et l'ordre. Nous étions opposés, mais ça fonctionnait. Son monde était fait de couleurs et de chaos, le mien, de plans et de lignes droites. Elle m'aidait à me détendre, et je la gardais ancrée. C'était un bon équilibre. Après le diplôme, nous nous sommes installés à Lyon. J'ai décroché un poste dans une firme aéronautique pour concevoir des moteurs à réaction, tandis que Laura lançait son entreprise de graphisme en freelance, travaillant depuis le petit atelier qu'elle avait aménagé dans la véranda de notre premier appartement. La vie était belle. Nous avions des amis proches Marc et Jeanne, nos voisins du couloir, qui étaient devenus nos partenaires de dîner en amoureux le vendredi soir. La meilleure amie de Laura, Mélanie, traînait toujours dans les parages, avec son rire tonitruant et ses grandes opinions sur tout, de la politique à la culture pop. Et puis il y avait le pasteur Nicolas. Mais on y viendra plus tard. Environ 2 ans après notre mariage, nous avons décidé qu'il était temps de fonder une famille. Ça semblait l'étape naturelle suivante. Nous avions même choisi des prénoms Emma pour une fille, d'après la grand-mère de Laura, et Étienne pour un garçon, juste parce que ça nous plaisait. Nous étions tous les deux excités, imaginant de petits pieds courants dans l'appartement, des rires de bébés emplissant l'air. Au début, essayer était amusant. On plaisantait sur les week-ends pour faire un bébé, et on se taquinait gentiment sur à qui l'enfant ressemblerait. Mais au fil des mois, les rires se sont estompés. Chaque test de grossesse négatif était comme une gifle. Laura souriait et disait, la prochaine fois, mais je voyais ses yeux s'assombrir un peu plus chaque mois. 1 an s'est écoulé, et toujours à rien. Nos amis n'arrangeaient rien. Jeanne est tombée enceinte après ce qui semblait 5 minutes d'essai. À sa fête prénatale, Laura souriait entre ses dents serrées, tenant de minuscules bodies et feignant de ne pas mourir à l'intérieur. Mélanie, qui avait juré ne jamais vouloir d'enfant pendant des années, s'est retrouvée enceinte par accident après une nuit avec un type de son bureau. Elle a appelé Laura en pleurant qu'elle n'était pas prête à être mère, et Laura a passé la nuit à la consoler, même si elle aurait tout donné pour être à sa place. C'est cette nuit-là que nous avons décidé de consulter un spécialiste. Entrer dans la clinique de fertilité ressemblait à admettre la défaite. La salle d'attente était trop lumineuse, trop propre, remplie de couples arborant le même sourire crispé. Nous avons vu le docteur Patel, une femme aux yeux doux qui parlait doucement, comme si elle craignait de briser notre espoir fragile. Elle a fait des tests sur nous 2, prises de sang, bilans hormonaux, échographie. Laura détestait les procédures invasives, mais elle s'en est sortie comme une championne. Je pensais que ma partie serait facile, juste un contrôle de routine pour écarter tout problème. Mais alors sont venus les résultats. Le docteur Patel nous a convoqués un jeudi après-midi pluvieux. Je me souviens du bruit de la pluie contre les vitres, de l'odeur stérile de désinfectant dans l'air. Laura serrait ma main, son pouce traçant de petits cercles sur ma peau comme pour nous protéger de ce qui allait venir. Le docteur Patel s'est raclé la gorge, me regardant avec un mélange de sympathie et de professionnalisme. James, votre numération de spermatozoïdes est significativement basse. Nous aimerions faire plus de tests, mais cela pourrait contribuer aux difficultés que vous rencontrez. Je me suis senti comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. La poigne de Laura s'est resserrée. Mais il y a des traitements, hein, a-t-elle demandé vite. Il y a quelque chose à faire? Le docteur Patel a hésité, et dans cette pause, j'ai su. Ce ne serait pas une solution facile. Le diagnostic final est venu quelques semaines plus tard. Une condition rare, azoospermie non obstructive. Mon corps ne produisait simplement pas de spermatozoïdes viables. Le docteur Patel l'a expliqué en termes techniques, mais tout ce que j'ai entendu c'était tu ne seras jamais père.
J'ai fixé le sol pendant que le docteur Patel expliquait nos options donneurs de sperme, FIV, adoption. Laura posait toutes les bonnes questions, sa voix stable et calme. Mais je voyais dans ses yeux l'espoir s'effritait. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, nous n'avons pas parlé. Nous nous sommes juste assis dans le salon, le poids du silence pesant sur nous. Je voulais lui dire à quel point j'étais désolé, combien je haïssais d'être la raison pour laquelle ses rêves s'effondraient. Mais les mots sonnaient creux. Alors je suis resté là, fixant la lumière vacillante de la télé, souhaitant être n'importe qui d'autre que l'homme qui l'avait déçu. Dans les semaines qui ont suivi, nous nous sommes éloignés. Je me suis enterré dans le travail, prenant des heures sup et des projets tardifs pour éviter de rentrer dans l'appartement vide. Laura a arrêté de peindre. Ses toiles sont restées intactes dans la véranda, prenant la poussière, comme la chambre d'enfant que nous avions commencé à planifier mais jamais terminée. Mais alors, une nuit, elle a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. La première fois que Laura a mentionné l'église, j'ai cru qu'elle plaisantait. C'était un jeudi soir, et nous étions assis à la table de la cuisine, remuant les restes d'un repas à emporter. La télé murmurait en fond, projetant des lumières vacillantes sur les murs de l'appartement, mais aucun de nous n'y prêtait vraiment attention. Nous n'avions pas beaucoup parlé ces derniers jours, pas de quoi que ce soit d'important, en tout cas. L'air entre nous était épais de choses non dites, ce genre de silence plus lourd que les mots ne pourraient l'être. Puis Laura a levé les yeux de son assiette, son regard stable mais distant. J'y pense, peut-être qu'on devrait aller à l'église. J'ai cligné des yeux, pas sûr d'avoir bien entendu. L'église ? Elle a hoché la tête, ses doigts traçant le bord de son verre. Je veux dire, on a tout essayé d'autre, non ? Je ne savais pas quoi dire. La religion n'avait jamais été centrale dans nos vies. Nous avions grandi dans des foyers vaguement chrétiens, allant à la messe occasionnelle pour les fêtes plus par tradition que par conviction. Aucun de nous n'avait été du genre à se tourner vers la foi quand les choses tournaient mal. Nous croyions au travail acharné, à la planification, à la science, les choses qu'on peut voir, mesurer, contrôler. Mais maintenant, rien de tout ça n'avait marché. Je l'ai regardé à travers la table, remarquant les cernes sous ses yeux, l'affaissement de ses épaules. Laura, qui avait toujours été pleine de lumière et d'énergie, ressemblait à une ombre d'elle-même. Si aller à l'église pouvait ramener ne serait-ce qu'une étincelle de la femme que j'avais épousée, je n'allais pas m'y opposer. D'accord, ai-je dit doucement. On ira. Ce dimanche-là, nous sommes entrés à la paroisse de la Grâce, un modeste bâtiment en briques niché au cœur de notre quartier lyonnais. C'était un de ces lieux non dénominatifs qui ressemblaient plus à un centre communautaire qu'à une église traditionnelle. Pas de vitraux ou de clochers imposants, juste une simple croix au-dessus de l'entrée et une pancarte peinte à la main accueillant les visiteurs. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse et accueillante. Des rangées de chaises rembourrées remplaçaient les bancs en bois habituels, et une musique douce jouait depuis des haut-parleurs cachés. Les gens circulaient, discutant et riant, leurs visages ouverts et amicaux. Ça ne ressemblait pas aux églises sombres et rigides de mon enfance. C'était différent au plus léger, d'une certaine façon. La poigne de Laura sur ma main s'est resserrée quand une femme plus âgée nommée Carole nous a salués, nous tendant des programmes et nous indiquant le coin café au fond. Je voyais les épaules de Laura se détendre légèrement, la tension s'apaisant alors que nous trouvions des places au milieu de la salle. Et puis, le pasteur Nicolas est monté sur l'estrade. Il n'était pas comme je l'imaginais. Pas de robe, pas d'expression solennelle. Juste un homme dans la fin de la trentaine, manches retroussées et sourire facile qui donnait l'impression qu'il s'adressait directement à toi. Sa voix était calme mais puissante, pleine de cette conviction qui pouvait faire hésiter même le plus grand sceptique. Il ne prêchait pas le feu et le soufre. Au lieu de ça, il parlait d'espoir. De trouver la lumière dans les endroits les plus sombres, de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous quand tout semble s'effondrer. Il parlait de la lutte pas comme une punition, mais comme un test de foi. J'ai jeté un œil à Laura pendant le sermon. Ses yeux étaient rivés sur Nicolas, son visage doux et vulnérable comme je ne l'avais pas vu depuis des mois. Quand le service s'est terminé, elle n'a pas pressé pour partir. Au contraire, elle est restée, observant les gens faire la queue pour serrer la main de Nicolas, le remercier, partager leurs histoires. Je le voyais sur son visage, ce n'était pas juste une visite pour elle. C'était le début de quelque chose de plus. Nous avons commencé à y aller tous les dimanches après ça. Au début, j'y allais parce que Laura en avait besoin. Je voyais combien ça comptait pour elle, comment ça lui donnait quelque chose à quoi s'accrocher quand tout semblait lui échapper.
Elle rentrait des services avec une étincelle dans les yeux, parlant de foi, de miracles, et du pouvoir de la prière. Elle remplissait l'appartement de musique gospel douce et achetait des livres de dévotion qui s'empilaient sur sa table de nuit. J'écoutais. Je hochais la tête. Mais je n'y croyais pas. Ne te méprends pas, je voulais y croire. Je voulais croire en quelque chose qui pourrait réparer ce que la science avait dit impossible. Mais chaque fois que je fermais les yeux pour prier, tout ce que je voyais c'était les murs blancs stériles du cabinet du docteur. Patel et les mots froids, clinique, azoospermie non obstructive. Aucune foi n'allait changer ça. Pourtant, je jouais le jeu. Je m'asseyais à côté de Laura à l'église, tenais sa main pendant les prières, et baissais la tête quand le pasteur Nicolas parlait de miracles. Je me disais que c'était assez d'être là, même si mon cœur n'y était pas. Avec le temps, Laura s'est plus impliquée dans l'église. Elle a commencé à assister à des groupes d'études bibliques le mercredi soir et à faire du bénévolat pour des événements communautaires le week-end. Notre appartement s'est rempli de bulletins paroissiaux, de journaux de prière, et de citations inspirantes scotchées sur le frigo. Elle a même commencé à rencontrer le pasteur Nicolas pour des sessions de conseils individuels, cherchant guidance et soutien. Ça ne me dérangeait pas. En fait, j'étais content qu'elle ait trouvé quelque chose qui lui donnait de l'espoir. Pour la première fois depuis des mois, elle souriait à nouveau. Riait. Peignait. Elle rentrait des réunions d'église pleines d'énergie, les jours rougis d'excitation. Mais même si Laura se jetait dans la foi, je me sentais de plus en plus comme un étranger. La communauté paroissiale était accueillante, bien sûr, mais il y avait une attente implicite que tu crois. Que tu fasses confiance au plan de Dieu, peu importe à quel point il semblait impossible. Et je ne pouvais pas. Je gardais mes doutes pour moi, cependant. Je ne voulais pas ternir l'esprit de Laura. Elle en avait besoin, et si faire semblant de croire était le prix pour la voir heureuse, alors qu'il en soit ainsi. Les mois ont passé, et nos vies se sont installées dans ce nouveau rythme. Travail, église, répétition. À mon boulot, les choses étaient stables. La firme aéronautique me gardait occupé avec des projets, et je trouvais du réconfort dans la prévisibilité de l'ingénierie. Les chiffres ne mentaient pas. Les moteurs fonctionnaient grâce à des calculs précis, pas grâce à une foi aveugle. J'aimais ça. C'était un contraste marqué avec l'incertitude qui planait sur tout le reste de ma vie. L'entreprise freelance de Laura a décollé aussi. Elle a commencé à concevoir des flyers et du matériel promotionnel pour l'église, versant sa créativité dans des projets reflétant sa nouvelle passion. Notre appartement, autrefois rempli de peintures abstraites et d'art moderne, arborait maintenant des symboles religieux et des citations bibliques. C'était comme si notre monde entier avait pivoté sur son axe. Mais sous la surface, la tension persistait. Un soir, en rangeant après le dîner, Laura a brisé le silence. J'ai parlé au pasteur Nicolas aujourd'hui, a-t-elle dit casuellement, empilant les assiettes dans le lave-vaisselle. Ah ouais, ai-je répondu, essayant de paraître intéressé. De quoi? Elle a hésité, puis s'est tournée vers moi, son expression sérieuse. Il pense qu'on devrait prier plus fort. Il dit que parfois, quand la science échoue, c'est là que les miracles arrivent. J'ai senti un nœud familier se serrer dans ma poitrine. Laura. Je sais ce que tu vas dire, m'a-t-elle interrompu, sa voix ferme. Mais j'y crois, James. Je crois que Dieu peut nous donner un enfant. J'ai juste besoin que tu y crois aussi. Je ne savais pas comment répondre. Je voulais y croire, pour elle. Mais je ne pouvais pas mentir pas sur quelque chose d'aussi important. J'y crois en toi, ai-je dit doucement. J'y crois en nous. Mais Laura, je ne sais pas si je peux croire en quelque chose qui semble impossible. Son visage s'est effondré, et pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait argumenter. Mais au lieu de ça, elle a juste hoché la tête, ses yeux brillants de larmes non versées. Alors je croirai assez pour nous deux, a-t-elle murmuré. À partir de ce jour, la foi de Laura s'est approfondie. Elle passait plus de temps à l'église, plus de temps avec le pasteur Nicolas. Elle jeûnait, priait, et se jetait dans tous les rituels religieux promettant ne serait-ce qu'un faible espoir de miracle. Je regardais depuis les coulisses, déchiré entre admiration et peur. J'admirais sa force, son espoir inébranlable face au chagrin. Mais j'avais peur aussi de ce qui arriverait si le miracle qu'elle priait ne venait jamais. Parce que la foi est belle, jusqu'à ce qu'elle te brise. Et je n'étais pas sûr de combien de bris nous pourrions encore supporter.
C'était un jeudi matin quand Laura m'a annoncé qu'elle était enceinte. Je me souviens du soleil filtrant par la fenêtre de la cuisine, projetant de longues ombres sur le sol. L'odeur de café fraîchement moulu se mêlait à la trace légère de lavande de la bougie qu'elle gardait toujours allumée sur le rebord. C'était un matin ordinaire à tous égards jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. J'étais à la table, scrollant mes mails sur mon téléphone, déjà en train de penser aux deadlines de projets qui s'empilaient à la firme aéronautique. Laura se déplaçait dans la cuisine avec sa grâce habituelle et discrète, fredonnant doucement en versant du café dans nos tasses dépareillées. Puis elle a posé la mienne devant moi et s'est assise en face. « Je suis enceinte », a-t-elle dit, comme ça. Pas de préambule, pas de mise en scène. 3 mots simples qui ont arrêté le monde de tourner. J'ai levé les yeux de mon téléphone, sûr d'avoir mal entendu. Quoi? Ses yeux brillaient, plus vifs que je ne les avais vus depuis longtemps. Elle a tendu la main par-dessus la table et pris la mienne, ses doigts tremblant légèrement. Je suis enceinte, James. On va avoir un bébé. Pendant un moment, tout ce que j'ai pu faire c'est la fixer. Mon esprit courait, essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. Ça n'avait pas de sens. Ça ne pouvait pas en avoir. Les mots du docteur Patel résonnaient dans ma tête à zoospermie non obstructive. Irréversible. Pas de spermatozoïde viable. Aucune chance de conception naturelle. Et pourtant, voilà Laura, souriant comme si le soleil s'était levé juste pour elle, me disant que l'impossible était arrivé. Je voulais dire quelque chose, demander comment c'était même possible, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. J'ai vu l'espoir dans ses yeux, la joie pure rayonnant de son visage, et soudain, tous mes doutes semblaient du poison. C'est incroyable, ai-je enfin réussi, forçant un sourire sur mon visage. Laura, c'est génial. Des larmes ont perlé dans ses yeux, et elle a laissé échapper un rire tremblant. C'est un miracle, James. Je te l'avais dit, non? Je t'avais dit que Dieu répondrait à nos prières. Elle m'a enlacé, enfouissant son visage dans mon épaule. Je l'ai serré fort, mon cœur cognant dans ma poitrine, mais pas pour les raisons qu'elle pensait. Je voulais la croire. Je voulais croire que c'était le miracle pour lequel elle avait prié, que d'une façon ou d'une autre, contre toute attente, notre foi avait été récompensée. Mais sous la surface de mon sourire forcé et de mes félicitations creuses, quelque chose de plus sombre remuait. Les jours qui ont suivi étaient comme un flou. Laura rayonnait, flottant dans la vie comme touchée par quelque chose de divin. Elle a appelé tout le monde Mélanie, Marc et Jeanne, même ses parents, qui vivaient à Grenoble. Notre appartement, autrefois rempli de la tension discrète de rêves inassouvis, était maintenant vivant d'excitation et de préparatifs. Les listes de prénoms sont ressorties des tiroirs, et Laura a recommencé à épingler des idées de chambre d'enfant sur ses planches de design. Elle passait des heures à la paroisse de la Grâce, partageant son témoignage avec quiconque voulait écouter. La congrégation s'est ralliée autour d'elle, célébrant l'enfant, miracle, qui nous avait été accordé. Laura était convaincue que ses prières avaient été exaucées, et chaque sourire, chaque accolade congratulatoire des membres de l'Église, semblait solidifier cette croyance. Mais tandis que la foi de Laura grandissait, mon malaise aussi. Je me surprenais à veiller la nuit, fixant le plafond pendant que Laura reposait paisiblement à côté. La partie logique de mon cerveau et l'ingénieur qui croyait aux faits, aux données, et à la science froide et dure ne pouvait pas concilier ce qui se passait. J'avais accepté ma stérilité. J'avais vu les résultats des tests de mes propres yeux, entendu la finalité dans la voix du docteur Patel. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Pas de chance de faute. Alors comment Laura était-elle enceinte? J'essayais de chasser les pensées, me disant que je suranalysais. Peut-être juste peut-être les miracles arrivaient. Peut-être y avait-il une chance infime, une sur 1 million, que quelque chose ait changé dans mon corps sans que personne ne s'en rende compte. La science n'avait pas toujours toutes les réponses, hein? Peut-être que la foi comblait les trous. Mais peu importe combien j'essayais d'y croire, les doutes continuaient à s'insinuer. Je n'ai pas exprimé mes soupçons. Comment l'aurais-je pu? Laura était plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Après tous les chagrins, les larmes, et les déceptions infinies, elle avait enfin ce pourquoi elle priait. Je ne pouvais pas me résoudre à briser ce bonheur avec des questions auxquelles je n'étais pas prêt à faire face. Au lieu de ça, je jouais le jeu. J'allais avec elle aux rendez-vous médicaux, tenant sa main pendant les échographies alors que nous écoutions le battement rythmé d'un cœur qui n'avait pas de sens. Je souriais pour les photos, posais avec elle aux événements paroissiaux,
et hochait la tête tandis que les gens nous félicitaient pour notre miracle. Mais à l'intérieur, je me sentais comme au bord d'une falaise, attendant que le sol cède sous mes pieds. À mesure que le ventre de Laura grandissait, la distance entre nous aussi. Ce n'était pas intentionnel. Nous partagions encore le même lit, mangions ensemble, et parlions de prénoms tard dans la nuit. Mais il y avait une partie de moi qui ne pouvait pas combler le fossé entre nous, une partie qui hurlait pour des réponses que j'étais trop effrayé de demander. Laura a remarqué le changement. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, sa tête reposant contre mon épaule, elle a murmuré « Tu es silencieux ces temps-ci ». J'ai forcé un sourire, pressant un baiser sur son front. Juste fatigué du boulot. Elle s'est reculée légèrement, ses yeux scrutant les miens. Tu ne penses pas que ce n'est pas réel, si? Sa question m'a frappé comme un coup de poing. Je voulais nier, lui dire que je croyais chaque mot qu'elle avait dit. Mais la vérité était coincée dans ma gorge, trop lourde à avaler. J'y crois en toi, ai-je dit à la place, les mots ayant un goût de cendre sur ma langue. Elle a souri doucement, semblant satisfaite de ma réponse. Mais au fond, je savais qu'elle voyait les fissures se former sous la surface. Au fil des mois, la grossesse de Laura progressait sans complication. Elle a décoré la chambre d'enfant avec des pastels doux, peignant une fresque de collines ondulantes et de ciels étoilés sur un mur. Elle passait des heures à choisir le berceau parfait, le siège auto le plus sûr, et les couvertures les plus douces. Son monde tournait autour de la petite vie grandissant en elle, et j'étais juste, là. Un rôle de soutien dans une histoire dont je n'étais pas sûr d'appartenir. Je me suis enterré dans le travail, restant tard à la firme et prenant des projets supplémentaires pour occuper mon esprit. Les chiffres, les équations, les plans, ils avaient du sens d'une façon que ma vie à la maison n'avait pas. Ils étaient prévisibles, logiques, et sûrs. Mais peu importe combien j'essayais de me perdre dans la précision de l'ingénierie, je ne pouvais échapper à la sensation persistante que quelque chose n'allait pas. Mais je gardais ces sentiments pour moi. Je le devais. Parce que peu importe combien le doute me tordait les tripes, une chose était certaine, je ne pouvais pas risquer d'enlever la joie que Laura avait trouvée. Pas après tout ce que nous avions traversé. Et peut-être j'avais tort. Peut-être que c'était vraiment un miracle. Mais une partie de moi savait que je ne pourrais pas ignorer cette question éternellement. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. Les petites choses. La façon dont le téléphone de Laura semblait ne plus quitter sa main, comment elle sortait de la pièce pour prendre des appels et revenait en souriant de cette manière qu'elle avait quand nous venions de commencer à sortir. Les nuits tardives à la paroisse de la Grâce pour des réunions de prière, qui semblaient s'éterniser. Je me disais que c'était juste les hormones de grossesse, ou peut-être son excitation à l'idée de devenir mère. Après tout, elle avait attendu ça si longtemps. Elle méritait d'être heureuse. Mais les petites choses ont commencé à s'accumuler, et bientôt elles n'étaient plus si petites. Ça a commencé avec les rendez-vous médicaux. Au premier trimestre, Laura voulait que je sois là pour chaque contrôle. Nous nous asseyions dans la salle d'attente ensemble, feuilletant des magazines périmés et parlant de prénoms. Elle serrait ma main quand nous entendions le battement de cœur, ses yeux s'illuminant comme un matin de Noël. Ça donnait l'impression que nous étions dedans ensemble. Mais vers le 5e mois, les choses ont changé. Elle a commencé à repousser mes offres de l'accompagner. « Tu as du boulot », disait-elle d'un geste désinvolte. « Je me débrouillerai. D'ailleurs, c'est juste du routine. » Au début, je n'y ai pas prêté attention. Mon job à la firme aéronautique était exigeant, et j'avais une deadline de projet qui approchait. Mais ensuite j'ai remarqué qu'elle revenait de ses rendez-vous vagues sur les détails. Quand je demandais comment ça s'était passé, elle disait juste « tout va bien » et changeait de sujet. Ce n'était pas son genre. Laura avait toujours été un livre ouvert. Mais maintenant, on dirait qu'il manquait des pages. Le vrai tournant est venu une nuit au début de l'automne. J'étais rentré tard du boulot, le soleil déjà couché, projetant de longues ombres dans l'appartement. L'endroit était calme, trop calme. Normalement, Laura serait dans la cuisine, fredonnant en cuisinant, ou roulée sur le canapé avec son carnet de croquis. Mais cette nuit-là, les lumières étaient éteintes, et l'appartement semblait vide. J'ai appelé son nom, mais pas de réponse. Sa voiture était encore sur le parking, donc je savais qu'elle n'était pas allée loin. J'allais l'appeler quand j'ai remarqué son téléphone sur le comptoir, quelque chose qu'elle ne laissait jamais. C'est alors que je l'ai entendu. Une voix douce, venant de la chambre. Je me suis glissé dans le couloir,
le cœur cognant, et je me suis arrêté juste devant la porte. C'était Laura. Elle était au téléphone, sa voix basse m'étendue. « Non, je t'ai dit, ça va », murmurait-elle. Il ne se doute de rien. Je me suis figé, les mots me frappant comme un coup de poing. Il y a eu une pause, puis elle a ri doucement, un son qui semblait étranger et tranchant. « Je te vois demain, d'accord ?» Je me suis reculé avant qu'elle ne me surprenne à écouter et j'ai fait assez de bruit dans la cuisine pour annoncer ma présence. Quand elle est sortie de la chambre, son téléphone glissait dans sa poche, elle souriait comme si de rien n'était. « Et, tu rentres tard ?» a-t-elle dit, me faisant un bisou rapide sur la joue. « Je t'ai gardé du dîner. » J'ai hoché la tête, forçant un sourire, mais mon esprit tournait à plein régime. Il ne se doute de rien. Qu'est-ce qui se passait, bon sang ? Au cours des semaines suivantes, la distance entre nous s'est élargie. Laura est devenue plus protectrice de son téléphone, le posant face contre table ou le gardant dans sa poche même quand nous regardions la télé. Elle allait plus souvent à l'église, prétendant aider à organiser des événements ou rencontrer le groupe des femmes. Mais chaque fois que je demandais des détails, ses réponses étaient vagues. Et puis il y avait les réunions tardives. Au début, c'était une fois par semaine. Puis 2. Bientôt, elle était partie presque tous les soirs, rentrant longtemps après que je m'étais couché. Quand je demandais ce qui la retenait si tard, elle balayait. Juste des réunions de prière, disait-elle. On prépare le festival d'automne de l'église. Mais quelque chose clochait. J'étais allé à la paroisse de la Grâce. Je savais comment ça fonctionnait là-bas. Et je ne pouvais pas me défaire de la sensation que Laura cachait quelque chose. Un soir, après un autre retour tardif de Laura, j'ai décidé de vérifier son téléphone. Je savais que c'était mal. Je n'avais jamais envahi sa vie privée avant, et même en prenant l'appareil sur le comptoir, mes mains tremblaient de culpabilité. Mais ce que j'ai trouvé n'a fait qu'approfondir mon malaise. Ces appels récents étaient tous au même numéro 1 que je ne reconnaissais pas. Pas de contact sauvegardé, pas de nom, juste une série de chiffres répétés encore et encore. Les SMS étaient encore plus étranges. La plupart avaient été effacés, mais quelques-uns restaient, courts et critiques. On se voit à l'heure habituelle. Ce soir était spécial. Même endroit demain. Mon cœur cognait tandis que je scrollais les messages, chacun resserrant le nœud de suspicion dans mon estomac. J'ai remis le téléphone exactement où je l'avais trouvé, mon esprit bouillonnant de questions que je ne voulais pas répondre. J'ai essayé de confronter Laura, casuellement d'abord. « Avec qui tu parles tant ces temps-ci ?» ai-je demandé un soir sur le canapé, la télé jouant doucement en fond. Elle a levé les yeux de son carnet de croquis, son expression illisible. « Juste des amis de l'église », a-t-elle dit en haussant les épaules. « Tu sais comme c'est chargé avec le festival. » Son ton était léger, mais il y avait un éclat dans ses yeux. Défense ? Culpabilité ? Je ne pouvais pas dire. « Quels amis ?» ai-je pressé doucement. La mâchoire de Laura s'est crispée une seconde avant qu'elle force un sourire. « James, pourquoi tu demandes ? Tu ne me fais pas confiance ? » La question planait, lourde et accusatrice. Je me suis reculé, ne voulant pas escalader. Mais la graine du soupçon avait déjà pris racine, et elle grandissait jour après jour. Quand Laura est entrée dans son 7e mois, je n'en pouvais plus. J'avais besoin de réponses. De vraies réponses. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien quand chaque instinct hurlait que non. C'est alors que j'ai décidé d'engager un détective privé. Il s'appelait Thomas Garnier, un ancien flic devenu PI avec une réputation de discrétion. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café en périphérie de Lyon, loin des endroits que Laura et moi fréquentions habituellement. « T'es sûr de ça ?» a demandé Thomas, sirotant son café noir. Ses yeux étaient vifs, m'évaluant d'une façon qui me faisait me sentir exposé. J'ai hésité, le poids de ce que j'allais faire pesant sur moi. « J'ai juste besoin de savoir ce qui se passe », ai-je dit enfin. Je ne cherche pas les ennuis. J'ai juste besoin de la vérité. Thomas a hoché la tête, comme s'il avait entendu ça 1000 fois. D'accord. Donne-moi les détails. Je lui ai tout raconté sur Laura, la grossesse, les réunions tardives, les appels secrets. En parlant, j'ai senti un mélange de soulagement et de culpabilité, comme si dire les mots à voix haute rendait tout plus réel. Thomas notait dans un petit carnet, son expression indéchiffrable. Quand j'ai fini, il a fermé le carnet d'un claquement.
Je verrai ce que je peux trouver, a-t-il dit, se levant et glissant le carnet dans sa poche de veste. Mais prépare-toi, James. Parfois la vérité n'est pas ce qu'on veut. J'ai hoché la tête, avalant la boule dans ma gorge. Je n'étais plus sûr de ce que je voulais que soit la vérité. Les jours qui ont suivi ont semblé une éternité. Laura continuait sa routine, ignorant joyeusement la tempête qui couvait sous la surface. Elle décorait la chambre d'enfant avec des pastels doux, pliait de minuscules vêtements, et parlait du futur avec une étincelle dans les yeux. Je passais par les gestes, mais mon esprit était ailleurs sur Thomas, sur l'enquête, sur les questions auxquelles je n'étais pas sûr de vouloir des réponses. Chaque fois que le téléphone de Laura vibrait, mon cœur s'emballait. Chaque réunion tardive, chaque explication vague, semblait une autre fissure dans les fondations de notre mariage. Je voulais croire au miracle qu'elle portait. Je voulais croire que nos prières avaient été exaucées, que cet enfant était le résultat de notre foi partagée. Mais au fond, je savais que certains miracles venaient avec des chaînes. Et j'allais découvrir quelles étaient ces chaînes. L'appel est venu un mardi matin gris, juste alors que je m'installais à mon bureau au boulot. Le ciel dehors était couvert, reflétant la lourdeur que je portais dans la poitrine depuis des semaines. Mon téléphone a vibré doucement, et quand j'ai vu le nom de Thomas Garnier s'afficher, mon estomac s'est noué. Je l'ai fixé quelques secondes, mon pouce planant sur le bouton répondre. Une partie de moi voulait l'ignorer, faire comme si je n'avais pas besoin de savoir ce qu'il avait trouvé. Mais je l'avais engagé pour une raison. Je ne pouvais pas reculer maintenant. James, la voix de Thomas était basse et stable. Faut qu'on se voie. J'ai quelque chose que tu voudras voir. Son ton m'a tout dit. Ce qu'il avait trouvé n'était pas bon. Nous nous sommes rencontrés dans un bistrot en périphérie de Lyon, juste après le boulevard de l'Indépendance, à un endroit où personne ne me reconnaîtrait. Le genre avec des banquettes en vinyle écaillées et un café qui avait l'air d'avoir mariné depuis le rush du matin. Je me suis glissé dans la banquette en face de Thomas, le cœur cognant. Sans un mot, il a glissé une enveloppe Kraft sur la table. Elle semblait plus lourde qu'elle ne devrait, comme si son poids était plus que du papier. C'est quoi, ai-je demandé, bien que je sache déjà. Thomas n'a pas mâché ses mots. Tout. J'ai fixé l'enveloppe, mes mains soudain moites. Je n'étais pas sûr d'être prêt à l'ouvrir. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai soulevé le rabat et commencé à feuilleter le contenu. La première chose que j'ai vue était une photo. Floue, prise de loin, mais immistakable. Laura. Elle se tenait sur le parking derrière la paroisse de la Grâce, la tête levée vers le pasteur Nicolas, qui était bien trop proche. Sa main reposait sur son épaule, son corps incliné vers le sien d'une façon qui me retournait l'estomac. Son visage n'était pas celui d'une paroissienne casuale discutant avec son pasteur, c'était quelque chose de bien plus intime. J'ai passé à la photo suivante. Et la suivante. Chacune enfonçait le couteau plus profond. Il y avait des photos d'eux entrant dans l'église tard le soir, longtemps après la fin des services. Des images d'eux partant des heures plus tard, les cheveux de Laura légèrement ébouriffés, son expression rougie et lumineuse d'une façon que je n'avais pas vue autour de moi depuis des mois. Il y avait même des clichés d'eux dans un petit motel au bord de l'autoroute, se glissant dans une chambre sous le couvert de l'obscurité. Mes mains sont devenues engourdies. Thomas s'est raclé la gorge, ramenant mon attention au présent. Ça dure depuis un moment, a-t-il dit doucement. On dirait qu'il se voit au moins 1 ou 2 fois par semaine. Parfois plus. J'ai fixé les photos, mon esprit luttant pour assimiler ce que je voyais. Ce n'était pas juste une amitié proche. Ce n'était pas sur la foi ou les réunions de prière. C'était une trahison, crue et indéniable. Depuis combien de temps, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Thomas a secoué la tête. Difficile à dire exactement. Mais d'après ce que j'ai rassemblé, ça a commencé peu après qu'elle s'est beaucoup impliquée dans l'église. J'ai hoché la tête lentement, bien que je me sente comme sous l'eau, les sons autour de moi distants et déformés. J'ai continué à feuilleter le dossier, chaque nouvelle preuve ajoutant du poids à la sensation qui s'enfonçait dans ma poitrine. Relevé téléphonique. Message. Note sur les routines de Laura. Tout peignait un tableau que je ne voulais pas voir. Elle n'utilisait aucune protection, a ajouté Thomas doucement, ses yeux brillants de sympathie. C'est parti de la doctrine de l'Église, pas de contraception. Vu à quelle fréquence ils se voyaient. Je suis désolé, James, mais les probabilités sont claires. Je me suis senti comme si le sol s'était ouvert sous moi.
Le bébé. Le miracle pour lequel Laura avait prié. Ce n'était pas le mien. J'ai quitté le bistrot dans un brouillard, l'enveloppe serrée dans mes mains. Le trajet jusqu'à la maison était flou, mes pensées un chaos de colère, de chagrin et d'incrédulité. Je ne pouvais pas concevoir. Laura, la femme que j'avais aimée, avec qui j'avais bâti une vie, m'avait menti tout du long. Quand j'ai garé devant notre immeuble, mes mains tremblaient. Je suis resté dans la voiture ce qui semblait une éternité, fixant la fenêtre de notre salon, où la douce lueur de la lampe filtrait à travers les rideaux. Laura était à la maison. Je ne pouvais pas me résoudre à entrer. Pas encore. L'idée de l'affronter, de faire comme si tout était normal, semblait impossible. Mais je n'étais pas prêt à la confronter non plus. La vérité était encore trop crue, trop tranchante. Au lieu de ça, je suis resté dans la voiture, mon esprit spiralant avec des souvenirs. Chaque réunion d'église tardive, chaque appel secret, chaque fois qu'elle repoussait mes questions sur la grossesse, tout prenait sens maintenant. Ou peut-être que ça n'en avait jamais eu, et que j'avais juste été trop aveugle pour voir. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je gisais dans le lit à côté de Laura, fixant le plafond tandis qu'elle respirait régulièrement à mes côtés. Elle semblait si paisible, si normale, comme si le monde ne venait pas de s'effondrer autour de nous. Je me demandais comment elle pouvait mentir là, sachant ce qu'elle avait fait. Sachant la vérité sur l'enfant qu'elle portait. J'ai pensé aux échographies, aux rendez-vous médicaux auxquels j'avais été trop occupé pour assister, à la chambre d'enfant que nous avions peinte ensemble. Tout semblait un mensonge, une façade soigneusement construite pour me garder dans le noir. Mais le pire n'était pas la trahison. C'était que je voulais encore croire au mensonge. Je voulais croire que le bébé était le mien. Que tout ça avait été une terrible erreur. Mais les photos dans cette enveloppe racontaient une autre histoire. Et peu importe combien je souhaitais le contraire, la vérité me fixait en face. Les jours suivants, je passais par les gestes. Je me levais, allais au boulot, rentrais, et faisais comme si tout allait bien. Laura continuait ses routines, ignorant joyeusement ce que je savais. Elle parlait du bébé, de comment elle avait hâte de rencontrer notre petit miracle, et je hochais la tête, forçant des sourires qui semblaient pouvoir fendre mon visage en deux. Mais à l'intérieur, je me désagrégeais. Je revivais chaque conversation, chaque toucher, chaque regard qu'elle m'avait donné l'année passée. Rien n'était réel? Ou m'avait-elle manipulé dès le début, utilisant notre chagrin partagé comme couverture pour sa trahison? Les questions me rongeaient, chacune plus douloureuse que la précédente. Et plus j'y pensais, plus je réalisais que je ne pouvais plus faire semblant. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de la vérité et directement de Laura. Mais je n'étais pas sûr d'être prêt à l'entendre. C'était un jeudi soir quand j'ai enfin décidé que je ne pouvais plus le garder en moi. J'avais passé des jours à marcher comme un fantôme, faisant comme si tout allait bien tandis que la vérité me rongeait de l'intérieur. Laura continuait comme si rien n'avait changé et discutant de prénoms, décorant la chambre d'enfant, et fredonnant doucement en pliant de minuscules vêtements. Mais chaque sourire qu'elle me donnait semblait un poignard. L'enveloppe de Thomas Garnier était dans le tiroir de ma table de nuit, son contenu gravé dans ma mémoire. J'avais revu les photos et rapports 100 fois, espérant une autre explication. Mais il n'y en avait pas. Les preuves étaient indéniables. Et maintenant, il était temps qu'elle l'affronte. Laura était dans la cuisine quand je suis entré, remuant une casserole de soupe sur la cuisinière. L'odeur de tomates et de basilic emplissait l'air, se mêlant à l'arôme familier de lavande de la bougie qu'elle gardait toujours allumée. C'était presque surréaliste combien tout semblait normal en surface quand, dessous, toute notre vie se désagrégeait. « Et, tu rentres tôt ?» a-t-elle dit, jetant un œil par-dessus son épaule avec un sourire. « J'allais t'appeler. Le dîner est presque prêt. » Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là, la regardant, mon cœur cognant dans ma poitrine. Elle s'est tournée pleinement vers moi, son sourire s'effaçant légèrement en voyant mon expression. « James ? Tout va bien ?» J'ai pris une profonde inspiration et sorti l'enveloppe de mon sac, la posant sur la table de cuisine entre nous. « C'est quoi ?» a-t-elle demandé, les sourcils froncés. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste fixé, attendant. Elle a tendu la main vers l'enveloppe, ses mains stables au début, mais j'ai vu le léger tremblement de ses doigts en sortant les photos. Ses yeux ont scanné la première image, puis la suivante, son visage se vidant de couleur à chacune. À la troisième photo, ses mains tremblaient visiblement.
Quand elle a enfin levé les yeux vers moi, ils étaient écarquillés de choc et d'autres choses. Peur. James, ce n'est pas ce que ça semble, a-t-elle balbutié, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai laissé échapper un rire amer. Ah non? Parce que ça semble plutôt clair pour moi. Elle a secoué la tête, des larmes perlant dans ses yeux. Non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas. Je l'ai coupé, ma voix plus tranchante que prévu. Ne me mens pas, Laura. Je sais pour toi et Nicolas. Je sais tout. Pendant un moment, elle est juste restée là, comme essayant de trouver quoi dire. Puis, comme une digue qui cède, les larmes ont coulé, et elle s'est effondrée dans la chaise à la table, enfouissant son visage dans ses mains. Je n'ai pas voulu que ça arrive, a-t-elle sangloté. J'étais si perdu, James. Nous l'étions tous les deux. Et Nicolas, il m'a fait sentir qu'il y avait encore de l'espoir. Je l'ai fixé, le poids de ses mots pesant sur moi comme un étau. Espoir, ai-je répété, ma voix basse et incrédule. Tu appelles ça de l'espoir? Tu m'as trahi, Laura. Tu nous as trahis. Elle a secoué la tête frénétiquement, ses cheveux tombant sur son visage. Non, non, je ne voulais pas te blesser. Je pensais que c'était comme ça que ça devait être. Peut-être que Dieu utilisait Nicolas comme un vaisseau, comme partie de son plan pour nous donner l'enfant qu'on ne pouvait pas avoir. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. La délusion dedans était presque pire que la trahison elle-même. Un vaisseau, ai-je craché, ma colère débordant. Tu me dis que tu pensais que c'était le plan de Dieu? Que ça, j'ai pointé les photos éparpillées sur la table, était une sorte d'intervention divine. Elle a hoché la tête à travers ses larmes, son visage froissé d'angoisse. J'ai prié, James. J'ai prié si fort. Et quand rien n'a marché, quand les docteurs ont dit que c'était impossible, j'ai pensé que c'était peut-être la seule façon. Pendant un long moment, il n'y a eu que le silence entre nous. Le poids de tout ce qui avait été dit planait lourd dans l'air, étouffant et inévitable. Je me suis enfoncé dans la chaise en face d'elle, me sentant plus épuisé que jamais dans ma vie. J'ai regardé la femme que j'avais aimée, celle avec qui j'avais prévu un futur, et réalisé que je ne la reconnaissais plus. Ce bébé, ai-je murmuré, ma voix rauque. Ce n'est pas le mien, hein. Les sanglots de Laura se sont tus, et elle m'a regardé avec des yeux pleins de culpabilité et de chagrin. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Son silence était réponse suffisante. J'ai senti quelque chose se fracturer en moi, une fissure si profonde que je savais qu'elle ne pourrait jamais être réparée. Je ne savais pas quoi dire ensuite. Je ne savais même pas ce que je pouvais dire. La femme assise en face de moi était à la fois familière et une étrangère. La personne en qui j'avais le plus confiance au monde avait brisé cette confiance au-delà de toute réparation, et maintenant nous étions assis dans les ruines. Laura a tendu la main par-dessus la table, sa main tremblante essayant de toucher la mienne. James, je suis tellement désolé. J'ai vraiment cru que c'était la bonne chose. J'ai pensé que c'était notre miracle. J'ai retiré ma main, le contact de ses doigts comme de la glace sur ma peau. Ce n'est pas un miracle, Laura, ai-je dit doucement. C'est un cauchemar. Elle a éclaté en nouveaux sanglots, ses épaules secouées tandis qu'elle essayait de parler. Je n'ai pas voulu. Je ne veux pas l'entendre, les yeux coupés, ma voix froide. Je ne peux même pas te regarder en ce moment. Elle a hoché la tête lentement, son visage froissé de chagrin, mais je voyais l'éclat d'autre chose dans ses yeux, peut-être du regret, peut-être de la honte, ou peut-être la réalisation que tout espoir qu'elle avait gardé était maintenant parti. J'ai quitté la table et suis allé dans le salon, ayant besoin de distance entre nous. Laura est restée où elle était, ses sanglots discrets le seul son dans l'appartement. J'ai fixé par la fenêtre, les lumières de la ville floues à travers mes larmes. Je ne savais pas quelle était la prochaine étape. Je ne savais pas comment avancer ou si nous le pouvions. Tout ce que je savais, c'est que tout avait changé. Et que rien ne serait plus jamais pareil. Après cette nuit, la tension entre Laura et moi est devenue insupportable. Nous nous déplacions dans l'appartement comme des fantômes, évitant le contact visuel, à peine parlant. La vérité trônait entre nous, lourde et indéniable, mais aucun de nous n'osait l'aborder à nouveau ou du moins, pas jusqu'à ce que j'aie confirmation. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de quelque chose de tangible pour matcher la certitude qui me rongeait les tripes. Alors, j'ai dit à Laura qu'on allait faire un test ADN. Quand je l'ai mentionné, elle n'a pas argumenté.
Elle a juste hoché la tête, son visage pâle et creux, comme si elle savait que lutter serait inutile. Plus de discours sur les miracles, plus d'explications défensives sur des plans divins. Elle savait ce qui venait. Le rendez-vous était fixé pour la semaine suivante. Nous y sommes allés ensemble, assis dans un silence rigide dans la salle d'attente. L'infirmière était polie mais distante, sentant la tension entre nous. Laura a donné son échantillon d'abord, puis c'était mon tour. Le processus était rapide, mais chaque seconde semblait une éternité. Les résultats prendraient quelques jours. Et ces jours ont semblé les plus longs de ma vie. Quand l'enveloppe est enfin arrivée, je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je me suis assis à la table de la cuisine, la fixant, sentant son poids dans mes mains comme si elle contenait tout mon futur. Laura planait dans l'embrasure de la porte, ses yeux rougis et gonflés de nuit sans sommeil. Enfin, avec des mains tremblantes, je l'ai déchiré. Les mots se brouillaient tandis que je scannais la page, mais une ligne se détachait avec une clarté parfaite et brutale. Probabilité de paternité, 0%. Je l'ai fixé, mon souffle se coinçant dans ma poitrine. Le bébé n'était pas le mien. Il ne l'avait jamais été. J'ai levé les yeux vers Laura. Elle pleurait déjà, ses mains pressées contre sa bouche comme pour retenir les sanglots. Mais je n'avais pas pitié d'elle. Je ne ressentais rien sauf une rage froide et creuse. Sors, ai-je dit, ma voix basse et stable. Les yeux de Laura se sont écarquillés de choc. James, s'il te plaît. Sors, ai-je crié, cognant mon poing sur la table. Le son a résonné dans l'appartement, et Laura a reculé comme si je l'avais frappée. Mais je m'en fichais. J'étais au-delà de m'en soucier. Elle est restée là un moment, comme espérant que je change d'avis. Mais je l'ai juste fixée, la mâchoire serrée, attendant. Lentement, elle a rassemblé ses affaires, ses mains tremblantes. Elle a essayé de parler encore, mais je l'ai coupée d'un regard. Il n'y a plus rien à dire, ai-je dit, ma voix comme de la glace. Tu as tout détruit. Son visage s'est froissé, mais elle n'a pas argumenté. Elle est sortie par la porte, la fermant doucement derrière elle. Et comme ça, la femme que j'avais autrefois aimée était partie. Le lendemain, j'ai déposé le divorce. Je me fichais du processus légal. Je me fichais des papiers ou du temps que ça prendrait. Je voulais juste qu'elle sorte de ma vie, de ma maison, et de mes pensées. Chaque trace de sa présence dans l'appartement semblait un rappel de la trahison. Mais déposer le divorce n'était pas assez. Pas pour moi. Je ne pouvais pas laisser Nicolas s'en tirer. Il s'était insinué dans nos vies, avait manipulé Laura, et détruit notre mariage tout en se tenant derrière la chaire chaque dimanche, prêchant sur la foi et la moralité. Il se cachait derrière son titre, ses sermons, et la confiance de la congrégation. Et je n'allais pas le laisser continuer à duper tout le monde. Le dimanche suivant, je suis allé à la paroisse de la Grâce. Je suis entré au milieu du service. L'église était bondée, le bourdonnement habituel de la congrégation emplissant l'air. Le pasteur Nicolas se tenait devant, sa Bible en main, sa voix fluide et confiante tandis qu'il parlait de pardon et de foi. Mais je n'étais pas là pour le pardon. J'ai attendu une pause dans son sermon, puis je me suis levé au milieu de l'allée. Cet homme, ai-je dit, ma voix forte et claire, est un menteur et un imposteur. Toute l'église s'est tue. Les têtes se sont tournées, les yeux écarquillés de choc et de confusion. Nicolas s'est figé, son sourire facile vacillant en me voyant debout là. Il a une liaison avec ma femme, ai-je continué, ma voix stable malgré la colère bouillonnant en moi. Et l'enfant qu'elle porte? C'est le sien. Des halètements ont résonné dans l'église. Pendant un moment, Nicolas a essayé de garder son calme. James, a-t-il commencé, sa voix calme mais tendue, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Oh, je pense que si, ai-je coupé. Ces gens méritent de savoir la vérité sur l'homme en qui ils placent leur foi. J'ai brandi les photos du détective privé, preuve indéniable de leur liaison. La congrégation était assise en silence stupéfait. Je n'ai pas attendu leur réaction. Je me suis tourné et suis sorti, laissant la vérité planer derrière moi. Je n'avais pas besoin de rester pour voir les retombées. Les dégâts étaient déjà faits. Les jours après avoir exposé Nicolas semblaient marcher dans les décombres d'une vie que je ne reconnaissais plus. Laura a essayé d'appeler au début une messagerie vocale pleine de sanglots et d'excuses, sa voix se brisant tandis qu'elle me suppliait de comprendre. Elle s'accrochait encore à son histoire, insistant que ce qui était arrivé faisait partie du plan de Dieu,
que Nicolas n'était qu'un vaisseau par lequel leur prière avait été exaucée. Mais j'ai arrêté d'écouter. J'ai effacé chaque message sans y penser à 2 fois. J'en avais fini. Le divorce est passé vite. Je n'ai rien réclamé sauf ma paix. Elle a déménagé pour de bon, et j'ai nettoyé l'appartement de toute trace d'elle. La chambre d'enfant que nous avions passé tant de nuits à peindre restait vide, les murs pastel d'où un rappel amer de ce qui aurait dû être. Mais ce n'était pas juste ma vie qui s'effondrait. La paroisse de la Grâce a explosé en scandale après que je suis sorti ce dimanche. La congrégation s'est divisée en 2, certains m'ont cru immédiatement, dégoûtés par l'hypocrisie de Nicolas et la trahison de Laura. D'autres s'accrochaient à leur foi en lui, convaincus que je mentais, que c'était une attaque tordue sur l'Église. Nicolas a essayé de renverser le récit, clamant que j'étais un homme amer et en colère cherchant à détruire quelque chose de beau. Mais les photos parlaient plus fort que ces mots. À mesure que plus de gens apprenaient la vérité, l'Église devenait un champ de bataille de conversations chuchotées et de confrontations chauffées sur le parking. Certains restaient loyaux, croyant aux delusions de Laura que tout ça faisait partie d'un plan supérieur. Mais la plupart voyaient à travers les mensonges. La fréquentation a chuté, les dons se sont taris, et en quelques mois, la paroisse de la Grâce n'était plus qu'une coquille vide de ce qu'elle avait été. Je ne me sentais pas victorieux. Exposer Nicolas, couper Laura de ma vie, ça ne m'apportait pas la paix. Ça n'effaçait pas les nuits passées éveillées, me demandant comment tout avait mal tourné. La trahison était une blessure qui ne se fermait pas, peu importe le temps passé. Mais lentement, la vie a continué. Je me suis jeté dans le travail, prenant plus de projets, me enterrant dans le réconfort des chiffres et des plans. Mes collègues ont remarqué le changement, mais personne n'a posé de questions. Je préférais ça. Partagez votre opinion dans les commentaires. La conviction de la femme selon laquelle Dieu s'est servi de l'homme comme d'un instrument, est-elle sincère, relève-t-elle de l'aveuglement ou n'est-elle qu'une excuse? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.